Bah, écoutez, je suis désolée, effectivement, je vais être la seule à ne pas vous parler de fourrage, mais de tout ce qui peut aider à côté des fourrages à améliorer la souveraineté protéique. Et donc j'ai préparé cet exposé, je vous remercie d'avoir invité la filière des huiles et des protéines végétales, et j'ai préparé l'exposé avec mes deux collègues de Terrinovia, Isabelle Delaborde et Afsaneh Lelaï. Voilà. Bon, de quoi parle-t-on? Je pense que là, vous savez tous. Hein, effectivement, on a des légumineuses, soja, pois, févrole, lupin, mais aussi nos colzas et nos tournesols en ce qui concerne les productions françaises. Ce sera vraiment un exposé de contexte très général. Je n'irai pas dans les aspects techniques, mais pour vous montrer un petit peu les ordres de grandeur de nos cultures et en quoi ils peuvent contribuer, plus ou moins, à la souveraineté protéique. Alors, ce sont beaucoup d'éco-produits, hein, je les ai comparés évidemment aux céréales. Nos protéagineux, qui sont plutôt entre 20 et 28% de protéines, ou même un peu plus. Et puis les graines oléagineuses, qui, comme vous l'avez déjà dit, sont pas très riches en protéines, mais lorsqu'on enlève les 20% pour le soja, ou 40-45% d'huile pour colza et tournesol, on arrive à des coproduits qui sont très riches en protéines. Donc on arrive à jusqu'à 45% de protéines sur les tourteaux dans certains cas. Pardon. Alors juste quelques ordres de grandeur en ce qui concerne les productions oléagineuses. Je parlerai des protéagineux après, qui sont vraiment, pour le coup, pas dans la même cour en termes de volumes mondiaux. Donc les productions oléagineuses au niveau à la fois mondial, européen et français, et quelques ordres de grandeur simplement. Donc une production dominée par celle du soja, de l'ordre de 350 millions de tonnes, et puis colza et tournesol qui sont bien en dessous. Colza 65 millions de tonnes, tournesol 58, enfin même ordre de grandeur. En ce qui concerne le niveau européen, alors là en gros pas, puisqu'on est de l'ordre de 18 millions de tonnes, avec 11 millions pour le tournesol et seulement 3 pour le soja. Donc on voit bien effectivement que le continent européen n'est pas un continent de production de soja du tout. Et puis en ce qui concerne la France, alors là des ordres de grandeur encore bien moindres, de l'ordre de 4,5 millions de tonnes de colza, 1,7 de tournesol, 0,4 de soja. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans la même cour. Alors nos surfaces, qu'est-ce qu'elles représentent? Des surfaces oléoproies en France depuis 40 ans. On est sur un plateau, malgré toutes les politiques, tous les plans de relance, les plans protéines qui ont pu exister depuis le premier dont on a parlé tout à l'heure, 1974. Voilà, il y a eu une augmentation quand même au départ. Mais vous voyez que ça s'est fait dans le temps et de façon finalement assez stable, avec des substitutions entre les différentes productions. Des productions importantes en tournesol et surtout en pois dans le début des années 80-90. Hein, on a eu, on verra tout à l'heure, jusqu'à plus de 700 000 hectares de pois. Et puis une substitution essentiellement par le colza, tiré par les usages des biocarburants. Et puis voilà, actuellement, on peine à atteindre ces 2,5 millions d'hectares. Et alors justement, si on parle de ces objectifs, on avait fait une stratégie protéine en 2019 en rassemblant les instituts techniques et les filières végétales et animales autour d'une même table pour savoir quels étaient les besoins des filières animales et quels seraient les besoins des filières animales à l'horizon de 10 ans et qu'est-ce que les filières végétales pourraient mettre en face pour améliorer la souveraineté protéique des élevages. Et les objectifs du plan protéines à 10 ans, donc entre 2018 et 2028, étaient de l'ordre de 2,3 millions d'hectares d'oléagineux, avec 1,3 en colza. On n'est pas revenu à ces chiffres-là, puisqu'on a connu une grosse diminution des surfaces en 2019 et ensuite, du fait de difficultés de conditions de semis, difficultés diverses, mais en tout cas une réduction sensible des surfaces. Et puis
En tournesol, alors sous l'effet de la crise ukrainienne l'an passé, on a eu une petite augmentation des surfaces, un petit peu, peut-être un peu conjoncturelle, bon, qui semblerait se poursuivre quand même, mais voilà, on est aux objectifs. Et par contre, en soja, on avait visé un doublement des surfaces. On n'y est pas. On n'y est pas, et c'est pas si simple que ça. Des rendements qui sont pas au rendez-vous. Donc, un gros défi pour ces surfaces de soja. Et donc, ça me permet de passer au bilan français des graines. Je parlerai des tourteaux à d'autres moments. Les bilans français des graines de colza, alors sur la dernière campagne, 22-23, alors c'est un petit peu dur à lire. En gros, on a une collecte qui est repassée au-dessus de la barre des 4 millions de tonnes cette année grâce à de très bons rendements. Mais une importation qu'on voit importante, hein, selon les années, entre 1,5 et presque 1,7 million de tonnes, importation dont on a parlé tout à l'heure, évidemment avec la première provenance qui est le Canada, donc du canola, lui-même d'ailleurs parfois plus riche en protéines et donc potentiellement intéressant, mais OGM. Voilà, donc le premier débouché des graines de colza en France, c'est la trituration, qu'on voit ici en rose, avec donc de l'ordre de 4 millions de tonnes de trituration dans des usines réparties sur le territoire, on verra la carte tout à l'heure, qui ont besoin de fonctionner, donc d'où l'usage, enfin le recours à l'importation des graines. Et donc des origines des tourteaux triturés en France qui peuvent être, selon les années, parfois jusqu'à plus de 40% en provenance de l'importation. On est remonté cette année à une origine France de l'ordre de 70%. Mais donc, vous voyez, un besoin d'importation pour faire tourner les usines qui ont été développées dans les années 90 avec le besoin en biocarburant. En ce qui concerne le tournesol, un petit peu différent. On importe très peu de graines. On importe par contre des tourteaux. On importe plus de 50% de nos besoins en tourteaux et notamment dans la zone mer Noire, Ukraine, Russie, etc. Et là encore, le premier débouché des graines de tournesol en France, c'est la trituration. Qui est bien évidemment, là pour le coup, tirée par la production d'huile alimentaire, et là aussi elle a fait parler d'elle avec la crise en Ukraine. En ce qui concerne les graines de soja, alors là, le petit poussé, j'ai envie de dire, des oléagineux en France, donc une collecte qui dépasse qui dépasse difficilement les 400 000 tonnes de graines par an. Des importations de graines entre 4 et 600 000 tonnes, de graines qui proviennent essentiellement du Brésil et des USA. Et ces graines, en fait, c'est ce qui est indiqué en rose là aussi, sont pour la grande majorité triturées. C'est le premier débouché des graines de soja, soit d'origine française, soit d'importation, qui sont essentiellement triturées donc, par l'usine de Brest. Et puis des débouchés pour les graines françaises qui sont plus diversifiées. Il y a l'alimentation animale évidemment qui est le premier débouché, avec des graines à la fois utilisées en graines extrudées, triturées, en graines entières, et puis l'alimentation humaine. Mais l'alimentation humaine, on voit qu'en fait, c'est en orange, ça stagne, même si on en parle beaucoup, des protéines végétales, c'est pas quelque chose qui se développe non plus de façon fondamentale, et en tout cas en quantité. Alors par contre, évidemment, des importations de plus de 3 millions de tonnes de tourteaux de soja. Donc on s'aperçoit que globalement, on a une production de graines qui est bien en deçà des besoins, qui couvre moins de 10% des besoins de la France. Du coup, j'en arrive à l'évolution de la consommation des tourteaux en France sur les 20 dernières années, avec certes une réduction de l'utilisation du tourteau de soja de l'ordre de 30%, au profit des tourteaux de colza et de tournesol, mais on garde quand même des quantités importantes puisque le soja représente 45% des consommations de tourteaux
en France, le colza 32%, le tournesol 21%. Ce sont les résultats du programme, du projet Oriflamme qu'a évoqué Boris tout à l'heure, un projet qui a fait suite aux travaux du GIS Avenir Élevage sur les flux de matières premières destinés au secteur de l'alimentation animale, et en gros pour savoir qui consomme quoi. Et alors, je profite de ce projet Oriflamme justement pour vous montrer quelques résultats relatifs à la consommation des tourteaux par les différentes filières animales sur la campagne 2021. L'intérêt de ce projet, c'est qu'effectivement, il totalise les fourrages et les concentrés à l'échelle de la FAF et de la FAB. Donc, il globalise l'utilisation des différentes matières premières. Et alors, je suis désolée, c'est pas le même code couleur que précédemment, mais j'ai pas eu le temps de refaire le graphique. En gros, le tourteau de soja, il est consommé de façon quasi équivalente par les vaches laitières et les volailles de chair. Le tourteau est de façon nettement moindre par les porcins et les bovins viande. En ce qui concerne le tourteau de colza, ce sont les vaches laitières qui les consomment en plus grande majorité. On sait maintenant, en particulier grâce aux très importants travaux de Lidl depuis des décennies, que le tourteau de colza est particulièrement bien adapté aux ruminants. Donc vaches laitières, bovins viande, et puis de façon à peu près équivalente, porc et ponte. J'étais sur le colza, bien supérieur au porc et aux volailles. Le tourteau de tournesol, c'est beaucoup plus polyvalent et en moindre quantité, donc vaches laitières quand même et bovins viande, c'est un peu varié selon les années. Les filières volailles sont très intéressées par les tourteaux de tournesol et en particulier par les tourteaux de tournesol à forte teneur en protéines. Et puis, je voulais vous montrer juste les petits qui sont inclus dans les sojas. Les 70 kilotonnes de tourteaux de soja français, Expeller, eux, sont essentiellement consommés localement par des vaches laitières et des volailles sur essentiellement des productions sous signe de qualité. Juste quelques éléments concernant les procédés de trituration, puisque j'ai bien dit, il s'agit de coproduits de trituration, de coproduits. On enlève l'huile par différents process, mais le process classique de trituration, je dirais conventionnel, avec solvant, pour obtenir un tourteau déshuilé à environ 2% de matière grasse résiduelle. Il se base sur des premières étapes d'aplatissage, conditionnement, donc on fait agir à la fois des actions mécaniques et de température, et une extraction complémentaire à l'hexane pour extraire beaucoup plus d'huile que dans des procédés qui n'utilisent pas l'hexane. Donc procédé classique, je dirais, industriel à l'hexane, et des unités décentralisées qui ont vu le jour ces dernières années, mais on verra qu'ils représentent des quantités bien moindres, mais qui émergent de façon beaucoup plus ponctuelle dans différents territoires, avec différents process. Je ne les détaillerai pas du tout ici. L'idée, c'est d'avoir différents types de pression, à froid ou à chaud, pour extraire de l'huile, mais de façon moindre, pour obtenir des tourteaux avec des teneurs en matière grasse résiduelle bien supérieures aux tourteaux industriels, puisqu'on est plutôt entre 9 et 13%, contre 2% pour les tourteaux totalement déshuilés. Voilà, donc en général des petites unités de quelques dizaines de milliers de tonnes qui sont locales et qui cherchent effectivement, qui veulent répondre à des préoccupations de traçabilité, de garantie non OGM, de réduction énergétique, d'amélioration environnementale, etc. Et qui sont compatibles avec la production en bio. Alors, où sont situées ces différentes usines, des différents types? Les usines avec hexane, en orange, les usines sans hexane, en jaune, quelques unités en construction, et donc les grosses usines avec les plus d'1 million de tonnes, essentiellement donc Saipol, Cargill, Binge, et puis les petites unités plus petites. On a aussi quand même des unités telles que CEC qui triturent des quantités non négligeables de graines, et puis des usines plus limitées localement sur les différentes graines et en particulier sur du soja.
Alors qu'est-ce que ça représente en termes de volume de graines triturées, ces petites unités de trituration sans hexane? On arrive péniblement à 700 000 à 800 000 tonnes de graines triturées par an, mais elles ont un intérêt, comme je vous l'ai dit, localement, sur des productions qui recherchent un certain nombre de critères de durabilité. Donc voilà, ces petites usines qui permettent des approvisionnements locaux donc sur des produits différents. Alors, si on s'intéresse bien évidemment à ces tourteaux, à la qualité des tourteaux, puisqu'on sait que ces tourteaux, en tout cas issus des grosses usines, sont issus de process plus ou moins poussés qui sont susceptibles de modifier la digestibilité des protéines et donc on travaille énormément chez Terra Innovia à comment améliorer la qualité des tourteaux au travers de différents leviers. Alors, un levier pour améliorer la teneur en protéines, c'est bien évidemment le décortiquage préalable des graines ou le blutage en fin de traitement. On travaille aussi bien évidemment au pressage pour extraire plus d'huile et donc concentrer mathématiquement les protéines. Et puis, travaux importants sur la cuisson pour éviter de trop insolubiliser, par exemple, les protéines et les rendre indisponibles, indigestibles. Par ailleurs, d'importants travaux sont en cours sur la sélection de variétés plus riches en protéines, de variétés plus riches en protéines de l'ordre de 20%, en particulier en colza, qui pourraient être vraiment intéressants et qui, par ailleurs, ont moins de composés pariétaux. Alors, juste à titre d'exemple, c'est quelques éléments pour dire comment on peut améliorer la concentration en protéines. En ce qui concerne le colza, classiquement, il a 33%. Par différents process de décortiquage, on peut aller à 42%. En tournesol, on est plutôt à 27%. On peut aller là beaucoup plus loin, jusqu'à 46%, parce que les fractions pariétales sont plus importantes. Et en soja, là, on a entre guillemets moins à gagner, puisqu'on peut passer de 44% à 48%. Quelques éléments sur les protéagineux, juste pour vous dire, poids à gauche, févrole à droite, qu'on est à 20 millions de tonnes environ au niveau mondial, donc rien à voir avec les oléagineux. Des surfaces et des productions de protéagineux en Europe, 1,4 million d'hectares, 3,5 millions de tonnes, donc là encore pas du tout les mêmes ordres de grandeur, et donc on voit poids supérieur à févrole, supérieur à lupin, en gros. En France, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu jusqu'à plus de 700 000 hectares dans les années 90 de poids. Et puis, on est maintenant à environ 200 000 hectares de poids plus févrole, avec des facteurs limitants du rendement qu'on connaît et qui sont à l'origine de cette réduction sensible des rendements. Je vous ai mis aussi les cartes de production. Des bilans français des poids et févroles qui sont complexes, mais qui vous montrent en bleu-vert, bleu-vert, le débouché alimentation animale, pour vous dire que finalement, au total, on a moins de 300 000 tonnes de poids et févroles disponibles pour le secteur de l'alimentation animale, quand on en avait plus de 2 millions de tonnes dans les années 90, 2 millions de tonnes qui allaient pour 95% au débouché porc. Voilà, donc très peu de disponibilité. Et qu'est-ce qu'on fait du poids en alimentation animale, en tout cas en fabrication d'aliments du bétail? Le Céréopa, dans son observatoire, nous dit que, a priori, on n'a plus trop d'incorporation par les porcs, on a plutôt, c'est plutôt les filières type poulet, pondeuse, qui vont venir chercher du poids pour du non-OGM ou pour des filières de qualité. Par contre, par rapport à 300 000 tonnes, ça veut dire quand même qu'il y a pas mal d'autoconsommation sur ces graines-là. Voilà. Et donc au final, c'est ce qui a déjà été dit là aussi, des bilans matières riches en protéines, matières riches en protéines, donc juste plus de 15%, on n'englobe pas les céréales et c'est une vraie limite à ce graphique. La France a un déficit de l'ordre de 50%, quand l'UE a un déficit des 2/3. Et finalement, qu'est-ce qui guide en partie tout ça? Ce sont les prix.
les prix des tourteaux qui sont tirés, bien évidemment, drivés par ceux du soja. Pour le poids, bien évidemment, il y a le blé qui lui, est fondamental. Et voilà, on voit des évolutions des prix, des paliers, et au-delà des valeurs absolues, ce qui est important, ce sont les ratios. Ce sont les ratios de prix qui font, comme vous le savez tous, les prix d'intérêt, et donc les aptitudes plus ou moins importantes à rentrer dans les rations, qu'elles soient aliments composés ou aliments à la ferme ou directement en direct élevage. Et je terminerai sur qu'est-ce qui peut se passer en 2022-2023. Ce qu'on remarque, c'est que le tourteau de soja standard est très compétitif face au blé. La protéine n'est pas chère. Sur l'année 2022-2023, on pense qu'elle est à l'ordre de 1,6 seulement par rapport à l'énergie. Donc, c'est pas évident du tout qu'on diminue les consommations de tourteaux de soja, en tout cas à court terme. Donc, et avec une hausse de l'offre, donc une offre abondante. Alors certes, une demande importante de la Chine notamment. Il y a eu aussi alors par contre quand même un bond de l'offre en colza, mais là encore pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà. Donc on verra ce que sera 2023. Je vous remercie. Merci Corinne pour avoir bien respecté le temps et pour cet exposé très clair. Des questions dans la salle, certainement. Là. Présentez-vous quand vous posez votre question. Oui, bonjour, Sébastien Crémer du Centre de Michamp, organisme de recherche en Wallonie. J'aurais voulu savoir si la filière cherchait aussi à développer tout ce qui était association, soit protéagineux, ou, comme on pourrait le voir en poids, avec des froments qui pourraient, ou du blé, pardon, qui pourraient stabiliser les rendements en cas d'année un petit peu difficile, si ça pourrait relancer et si la filière est prête à accueillir ce genre de mélange. Alors, la filière y travaille, c'est Terre Innovia, l'Institut technique, qui y travaille un petit peu. Certainement pas suffisamment, mais un petit peu. On a aussi tout ce qui est culture associée pour aider le colza. Mais effectivement, avec les céréales, je pense que des travaux plus importants seraient certainement intéressants à développer pour améliorer la résilience de toutes ces productions. Oui, bonjour, Benoît Delmas de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Moi, j'avais une question un peu sur les débouchés aujourd'hui des tourteaux, notamment, on entend parler de tourteaux qui pourraient être utilisés à vocation alimentation humaine. Et les concurrences qu'il y a aujourd'hui entre alimentation humaine et alimentation animale, moi, ça m'intéresserait de savoir un peu aujourd'hui quelles sont les recherches, notamment sur le colza, qui sont en cours. Ouais. Effectivement, il y a des travaux de recherche qui sont en cours pour extraire de la protéine de colza, alors plutôt des isolats, donc avec des teneurs en protéines très élevées. Pour l'alimentation humaine, j'avoue que c'est encore à l'état de recherche. Je ne suis pas sûre que ça puisse représenter quelque chose de très très important à terme. Et ce d'autant plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, certes, il y a beaucoup de communication autour de la végétalisation des régimes. En termes de volume, c'est pas vraiment observé, en tout cas sur le soja pas trop, même si le soja a à la limite quelques autres problématiques, voilà. Mais sincèrement, je ne suis pas sûre qu'on arrive à une augmentation de la consommation, sensible de la protéine de colza. Les travaux sont en cours, voilà. Je pense qu'il y a peut-être plus d'avenir sur une végétalisation avec augmentation des légumes secs dans les régimes. D'ailleurs, il y a des campagnes dans le cadre de cap protéines là, qui sont en cours. Je crois plus à ça, voilà. Merci. Une question de Luc Delamy. Oui, Corinne, salut, merci pour l'exposé. Je profite que tu es là pour t'interroger sur l'origine du soja qu'on importe en France, parce que on a depuis quelques années une farouche tendance à culpabiliser face à la forêt amazonienne, qui effectivement diminue. Or, on sait que c'est pas parce qu'on abat des arbres en Amazonie que l'année suivante on fait du soja, loin de là. Paraît-il qu'on
déforestent d'abord pour faire pâturer et produire de la viande, parce qu'il y a quand même un paquet de temps qui se passe entre la déforestation et la possibilité de faire du soja. Tu sais l'origine du soja qu'on importe et quelle est la part qui est effective de la forêt amazonienne, de l'ex-forêt amazonienne? Tu as une idée de ça ou Alors, en fait, il y a des travaux de Duralim, la plateforme sur la durabilité de l'approvisionnement des animaux d'élevage qui sont en cours. Et il y a un observatoire de la durabilité qui a été mis au point et qui montre, alors je ne donnerai pas les chiffres exacts là, mais globalement, on est à moins de 10% de soja issu de la déforestation. Alors à préciser, et en tout cas, il y a des engagements qui ont été pris par notamment les fabricants d'aliments du bétail pour ne plus être déforestants au 1er janvier 2025. Mais effectivement, on participe peu. Alors c'est très varié selon les filières animales. Et puis là encore, on le disait tout à l'heure, on importe des produits animaux qui eux, pour le coup, vont consommer autrement de la déforestation. Il y a une question là, puis après on prendra une dernière question. Rafik, s'il vous plaît. Bonjour, Hugues Chauveau, Arvalis. Vous avez donné des perspectives d'amélioration, soit au niveau variétal ou process, sur les oléagineux. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur de ce qui pourrait être accessible sur les protéagineux, à moyen terme également, au niveau variétal, process, etc. Au niveau variétal, je pense qu'en ce qui concerne les protéagineux, c'est surtout tous les travaux sur les développements des protéagineux divers pour les rendre plus adaptés aux conditions, aux différentes pressions climatiques, pédoclimatiques. En ce qui concerne les process, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de travaux par le passé sur les process appliqués aux protéagineux. Beaucoup de travaux faits par l'INRAE, et notamment... on va y revenir dans l'exposé précédent. Et en fait, les protéagineux, en dehors du décortiquage qui permet d'améliorer la concentration en protéines, j'ai envie de dire, tout ce qui est travaux un peu sophistiqués type extrusion, c'est un petit peu surdimensionné pour des protéagineux. Donc, on a déjà des éléments. Je pense qu'après, ça peut se retravailler. Par contre, ça peut aussi être intéressant dans le cadre de co-extrusion avec du lin, ce que fait Valorex, etc. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments. Merci. Une dernière intervention. Ouais, c'était plus des précisions sur les... Enfin oui, Jean-Louis Perrault ira. Sur les importations de soja. Il y a eu un travail de fait au niveau européen, à la demande de la DG Agri, en fait. Et donc les fabricants d'aliments, ils ont vraiment essayé de tracer. C'est très très compliqué, énorme. En fait. Et donc la conclusion auquel il est arrivé, c'est que ce qui est importé en Europe, c'est 3/4 du soja qui vient de zones à forte probabilité de ne pas être déforestées et 1/4 de zones à forte probabilité d'être déforestées. C'est ça. Bon, maintenant, les accords européens vont faire qu'on doit importer du non déforestant. Très bien. Bon, ceci dit, ça reste un raisonnement de jésuite, parce que tant qu'on importe du soja, on aura besoin de surface s'il y a des demandes mondiales qui augmentent, notamment de la demande chinoise. C'est ça. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut réduire sensiblement la demande de soja de nos élevages européens ? En France, on a quand même fait des choses, finalement. Enfin, tu montrais des courbes. C'est beaucoup plus compliqué dans d'autres pays. Alors, les Hollandais vont peut-être se soigner un peu, là, dans les mois qui viennent. Mais c'est un vrai souci, surtout quand on voit le rapport des prix. Enfin, c'est ça. Je veux dire, là, on est fabricant d'aliments ou éleveur, on utilise du soja. Enfin, pourquoi c'est tellement évident. Voilà. Pourquoi c'est compliqué ? Voilà. Tout à fait. C'est bien toute l'ambiguïté de la question. C'est ça. Et puis, il est très productif là où il est cultivé. Merci. 2 récoltes par an.